Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place aux 64 débats avec une question grave. L'éducation est-elle devenue un luxe? Parce qu'un peu partout, les frais d'inscription dans les collèges et universités sont en augmentation. Et puis surtout, il faut y ajouter le coût de la vie, l'alimentation et le logement, bien sûr, qui grugent une bonne partie du budget des étudiants. Alors que faire? Est-ce qu'on reste plus longtemps chez ses parents ou carrément on se prive d'études supérieures? Pour en débattre, à mes côtés sur le plateau, j'ai Clara Privé, trésorière de l'Union nationale des étudiants de France, donc l'UNEF. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis, depuis la région de Mons en Belgique, Lénaïque Dumont, elle est présidente de la Fédération des étudiants et étudiantes francophones. Bonsoir. Et puis, bonsoir. À Montréal, Véronique Laflamme, responsable des dossiers politiques et porte-parole du Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, mieux connu sous le nom de Frappru. Bonsoir à vous. Alors, bonsoir. Je vais commencer par vous, Clara Privé, parce que, bon, on le voit en France, le coût de la vie étudiante a vraiment augmenté en 2026, encore une fois. Je regardais les chiffres selon votre rapport. On parle ici d'une hausse de 1,66% sur un an, mais c'est surtout plus de 35% quand même depuis 2017. C'est assez énorme, c'est conséquent. Être étudiant en 2026 en France, en début vraiment de cette nouvelle année scolaire, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Alors, le premier poste de dépense, c'est le logement. Mais en fait, le parcours des étudiants, c'est surtout un parcours de renoncement. C'est-à-dire choisir entre se loger et se nourrir, choisir entre se nourrir, se soigner, se vêtir, se soigner. Et en fait, c'est faire des choix de manière quotidienne sur son budget étudiant. Parce qu'aujourd'hui, les bourses n'augmentent pas. Le coût de la vie augmente, l'inflation augmente et touche l'intégralité des Français, mais plus particulièrement les plus précaires, dont les étudiants. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ces chiffres aussi forts. Et les 35% depuis 2017, ils sont intéressants parce qu'on voit bien que cette explosion du coût de la vie que l'UNEF n'a jamais observée en 22 ans d'enquête, en fait, elle vient de politiques assumées de la part du gouvernement de mettre les jeunes de côté et de ne pas faire des politiques d'autonomisation et d'émancipation de la jeunesse. Et c'est ça que nous, on constate finalement depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Alors vous parliez du logement, on va en revenir dans quelques instants, mais on parle aussi des frais d'inscription. Et là, je vais aller rejoindre tout de suite Lénaïque Dumont du côté de Mons, parce que, bon, en Belgique, justement, on vient d'augmenter les coûts d'inscription, ce qu'on appelle là-bas le Minerval. Pouvez-vous nous donner un petit peu des chiffres, justement, sur cette augmentation de frais d'inscription pour les étudiants ? En effet, ici, à la rentrée prochaine, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on va avoir le Minerval, donc les frais d'inscription qui vont augmenter. L'année passée, en haute école, école supérieure des arts, le Minerval tournait autour de 200, 300, 400 euros, tandis que du côté des universités, on était plutôt à 835 euros. Demain, tous les étudiants qui ne sont pas boursiers ou qui ne bénéficient pas d'un taux intermédiaire devront payer 1200 euros. Donc on est vraiment loin de ce que vous appelez la gratuité souhaitée en fait de l'enseignement et de l'éducation, là. On en est très 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 loin. Véronique Laflamme, parlons justement du logement, puisque vous êtes dans toutes ces politiques de logement au Québec. Est-ce que c'est vraiment, on va dire, un problème quasiment universel, en fait, de l'accès au logement pour les jeunes, justement, parce que ça vient gruger une bonne partie d'un budget qui n'est pas toujours très grand, en plus, hein? Assurément. Bon, d'abord, au Québec aussi, l'absence de gratuité scolaire, la cherté des études supérieures, c'est un enjeu. On voit le nombre d'étudiants et étudiantes forcés de cumuler les emplois au détriment de leur projet d'études. C'est une réalité qu'on constate aussi, mais le logement, ici comme ailleurs, les jeunes étant nouvellement arrivés sur le marché locatif, sont davantage touchés par la cherté du logement. Dans un contexte comme celui qu'on connaît, où les loyers ont explosé, comme le coût de la vie en général, mais particulièrement au Québec, le coût du logement, il a augmenté depuis 2018 de 60%. Ça touche particulièrement les jeunes, qui sont plus nombreux et nombreuses à être locataires, mais qui sont plus nombreuses à se trouver nouvellement à la recherche de logement et qui font face à cette cherté des logements qui sont disponibles lorsqu'il y en a. Donc, un enjeu spécifique au Québec, c'est la faible proportion occupée par le logement social sur le parc locatif. On parle d'à peine 10%.
Donc, il y a peu d'alternatives au logement privé trop cher pour les jeunes qui auraient besoin d'un logement correspondant à leur capacité de payer, ce qui fait qu'une très forte proportion de locataires jeunes consacrent une part disproportionnée de leurs revenus pour se loger, ce qui nuit à leur projet d'études, d'une part, qui peut les forcer à demeurer dans des situations inadéquates, comme les colocations pour des raisons économiques, ou encore à demeurer dans des situations familiales lorsque ce n'est pas un choix, donc à ne pas pouvoir quitter le domicile familial lorsque c'est une option. Donc, et tout ça, comme ailleurs, je dirais qu'on voit les politiques néolibérales en matière de logement, on voit qu'elle affecte particulièrement les jeunes qui n'ont pas accès à la même, je dirais, égalité des chances d'accès à un logement réellement abordable avec ce parc social qui est de plus en plus inaccessible et cher lui aussi. Clara Privé de l'UNEF, je vous vois justement prendre des notes par rapport à ce que dit Véronique Laflamme. Ça vous touche aussi, dans une ville comme Paris, évidemment, il y a des prix prohibitifs en fait pour les étudiants. Paris est l'exemple le plus frappant parce qu'on atteint un loyer moyen mensuel à plus de 900 €. Mais en fait, en réalité, c'est toute la France qui est touchée par ça. En fait, on a un double problème. On a la question du montant des loyers qui aujourd'hui représente environ 50% du budget des étudiants en France, ce qui est particulièrement énorme. Et on a la tension locative aussi qui joue énormément parce que dans des villes comme, je vais vous citer Nice, Bordeaux, Marseille, Toulouse, qui sont des villes touristiques, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le concurrent le plus direct du logement étudiant? C'est la location courte durée, c'est le Airbnb, qui aujourd'hui rapporte plus aux personnes qui sont propriétaires que de louer un appartement à l'année aux étudiants. Et donc, du coup, ça vient prendre finalement dans le parc privé. Nous, ce qu'on demande, par exemple, à l'UNEF, c'est tout simplement le développement des logements Crous. On a quelque chose de formidable en France qui s'appelle les Crous, qui gèrent les cités universitaires depuis 70 ans maintenant. Et on veut de la construction de logements Crous. Et les étudiants qui vivent en Crous sont heureux d'y vivre parce que c'est des loyers qui sont peu chers. C'est du logement étudiant, c'est du lien social. Et pour vous donner juste deux chiffres, aujourd'hui, vous avez seulement 6 à 8% d'étudiants qui vivent en résidence Crous, ce qui est très peu. Et Emmanuel Macron avait promis 60 000 logements Crous au début de son premier quinquennat. Là, on peut faire le bilan. Il n'y a que 15,5% de ces logements qui avaient été promis qui ont été construits. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où la pénurie de logements étudiants a été finalement poursuivie et entraînée par notamment les politiques d'Emmanuel Macron qui a refusé de créer des cités universitaires, des Crous pour les étudiants à hauteur des besoins. Léonique Dumont, justement, puisqu'on parle de logements, on va dire, publics et privés, bon, en Belgique, vous avez ce qu'on appelle les fameux cotes, là, les petits studios pour les étudiants. Est-ce que là aussi, en Belgique, il y a un problème, il y a un manque vraiment de logements, on va dire, publics en suffisance, là, vraiment, pour ces étudiants-là? Est-ce que c'est le même problème? On a le même problème également en Belgique. Par exemple, pour prendre le cas de Bruxelles, les loyers ont fortement augmenté dans certaines villes. Par exemple, on est à plus de 100 € d'augmentation en 4 ans par mois pour les loyers des côtes. On a vraiment cette forte augmentation, bien plus que le coût de la vie. Au final, on a, pour citer par exemple l'Université libre de Bruxelles, elle reçoit en moyenne entre 2500 et 400 demandes chaque année, et 4000 demandes chaque année, pour une offre de 1100 lits maximum. Donc on a vraiment cette problématique, on a peu de cotes publiques par rapport aux cotes privées. Et on arrive vraiment sur des cotes privées avec des résidences très chères, etc. Donc les étudiants doivent jobber d'autant plus pour pouvoir financer leurs cotes. Et dans des périodes comme celle-ci, on arrive en fin d'année académique, mais également au début de la suivante. Il y a des étudiants qui sont en attente de cotes, qui sont en attente de logement. Certains ont été plus prévoyants parce que ils ont réussi leurs études. Ils se sont dit, moi, je peux renouveler mon bail. D'autres se sont dit, j'ai encore une seconde session. Est-ce que je serai encore finançable? Parce qu'on a toute la question de la finançabilité et de la poursuite d'études également en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a vraiment un gros manque de cotes et on ne va pas sur de l'investissement dans des cotes publiques pour l'instant. Véronique Laflamme, à Montréal, au Québec, on n'échappe pas justement à cette tendance aussi, cette problématique d'aide justement pour avoir des logements abordables et quand même assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait alors à Montréal quand on est étudiant et qu'on n'arrive pas justement à trouver un logement, un refuge ou un abri, si vous voulez, qui nous permettrait quand même d'avoir des études beaucoup plus
simple, avec moins ce fardeau de devoir payer, mais vraiment des sommes parfois astronomiques chaque mois, là? Il faut dire que les résidences étudiantes, qui étaient jusqu'ici publiques généralement et qui ont, disons, manqué d'investissement dans les dernières années, ce qui a mené à cette pénurie de logements étudiants. Le gouvernement québécois, le gouvernement fédéral sont revenus récemment dans le financement de ces résidences, mais de façon très timide, ce qui fait en sorte que le loyer de résidence étudiante est aujourd'hui beaucoup plus cher que les résidences étudiantes existantes. Donc, ça crée une pression énorme, même si il y a des résidences de disponibles, elles ne sont pas toujours abordables au regard de la capacité de payer des locataires étudiants. Les gouvernements ont commencé à financer aussi des logements étudiants sans but lucratif, il faut le reconnaître. Le problème, c'est qu'on est dans un ère de politique néolibérale au Québec au niveau des programmes sociaux qui financent les logements sans but lucratif. Donc, ça ne garantit plus des loyers qui seront réellement accessibles financièrement au regard des revenus des locataires étudiants qui sont parmi les plus pauvres parce que les prêts et bourses ne sont pas suffisamment au rendez-vous, parce que certains stages ne sont pas rémunérés, etc. Donc, pour les locataires étudiants, pour les jeunes, il y a dans le fond ces recours à l'aide alimentaire qui sont de plus en plus constaté chez la population étudiante. Et il y a cette obligation de cumuler les emplois. Donc, ce sont des choix qui n'en sont pas. Et c'est ce droit à l'éducation. Hein? On parle de droits fondamentaux comme celui à un logement, celui à l'éducation, qui sont malmenés parce qu'il n'y a pas d'option réelle. Donc, le filet social n'est pas au rendez-vous pour les jeunes. Clara Privé, alors qu'est-ce qu'on fait face à toutes ces entraves, ces obstacles, ce manque d'aide? Est-ce que ça pousse certains étudiants finalement à se dire bon ben je ne peux pas me le permettre, donc je laisse tomber le côté études? Alors, il y a 3 conséquences principales à l'augmentation du coût de la vie dont on parle. La première, c'est évidemment ce que vous dites, l'abandon d'études. On quitte ses études, voire on abandonne même l'idée d'en faire. Et le logement dont on parle depuis tout à l'heure est aussi une des premières raisons, parce que se payer un logement dans une grande ville universitaire où il y aurait la licence ou le master qu'on veut poursuivre, c'est pas possible, on ne peut pas se le permettre. La deuxième conséquence, c'est le salariat étudiant. Comme chacun et chacune le sait, le salariat étudiant aujourd'hui est la première cause d'échec à l'université. C'est documenté. Et aujourd'hui, on a 75% d'étudiants qui se salarient au moins une fois par an. Donc, soit durant toute l'année, soit pendant la période estivale. Donc, une période où normalement on est censé se reposer et du coup qui est consacrée à avoir de l'argent. Et la dernière conséquence de tout ça, c'est parfois le fait de rester cohabitant avec ses parents. Et, un peu le phénomène Tanguy, là. C'est ça, voilà. Et ça pose un vrai problème, parce que nous, on estime, notamment à l'UNEF, qu'aujourd'hui, les études, c'est l'émancipation. C'est faire ses premières expériences, c'est s'émanciper de ses parents, de son cadre familial, faire ses propres choix d'études, de vie, etc. Et si on continue à partager un cadre de vie avec les parents, forcément, cette possibilité d'émancipation, elle est particulièrement réduite. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a un vrai souci sur ces politiques publiques qui n'investissent pas dans la jeunesse et qui n'émancipent pas la jeunesse, parce que c'est un vrai frein aujourd'hui, concrètement, à l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès mais même des cadres de socialisation avec d'autres étudiants et étudiantes. Et c'est un frein dans énormément d'aspects de la vie des jeunes aujourd'hui. Léonique Dumont, en Belgique, il y a souvent des étudiants à cause du manque d'aide, du manque de coups de pouce. Ils doivent faire des choix. Soit ils vont manger des pâtes quasiment tous les jours. Ils vont faire des choix finalement qui ne sont pas toujours très bons, mais ils n'ont pas vraiment l'occasion d'en avoir d'autres. Vous allez encore vous mobiliser, mais est-ce que vous croyez encore au gouvernement qui vont se dire OK, l'éducation, c'est important, les étudiants, les jeunes, c'est l'avenir. Vous vous battez pour ça, mais est-ce que vous y croyez encore? Parce que d'une façon générale, ce qu'on entend ce soir, c'est pas très encourageant quand même. Bien sûr qu'on y croit, on continuera toujours à se battre, et il y a certains moments où on a eu des preuves que les combats payent. Il y a de nombreuses années, on avait obtenu le gel du Minerval. Ils sont revenus dessus très récemment, mais on continuera à se battre pour pouvoir avoir des aides financières en plus pour les étudiants, de pouvoir avoir de plus de logements publics, de pouvoir avoir des transports en commun à des prix démocratiques. On continuera à se battre pour tout ça, et la mobilisation va continuer sur les réseaux sociaux. Les étudiants
s'affolent, s'alertent, etc. Ils nous disent, en fait, on ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas comment on va continuer nos études. Je m'inquiète, je ne dors plus la nuit parce qu'en fait, pour un crédit, je risque de plus être finançable et de plus pouvoir continuer mes études. On continuera ce combat pour tous les étudiants qui sont impactés et qui se disent, en fait, moi, j'ai 3 jobs étudiants, j'enchaîne. Je dois choisir entre aller en cours et aller à mon job étudiant, mais je dois payer mon loyer, je dois payer mes transports, je dois payer plein de choses. On nous permet pas de pouvoir être étudiant, comme ça a été expliqué juste avant. Être étudiant, c'est pouvoir profiter, suivre ses cours, être épanoui. Mais en fait, maintenant, être étudiant, c'est être en galère et dire que tout ce qu'on veut, c'est une élitisation de l'enseignement supérieur et qu'on ne nous laisse pas l'opportunité de faire nos choix et de vivre notre vie. Véronique Laflamme, à Montréal, c'est le même genre de propos que vous entendez aussi dans la métropole, hein? Oui, et surtout l'importance de cette lutte pour le droit au logement, pour l'accès à un logement social pour tous et toutes, c'est pour les étudiants et étudiantes d'aujourd'hui qui auront besoin à la sortie de leurs études d'un logement qui correspond à leur capacité de payer. Sinon, ce qui les attend, c'est l'endettement, c'est l'impossibilité de rembourser leurs dettes d'études, d'économiser pour leur projet de vie. Donc, le logement social sous ses différentes formes, parce qu'au Québec, on a des coopératives, des organismes sans but lucratif d'habitation et des logements publics de type HLM. C'est pour ça qu'on se bat, pour que ce logement social occupe une plus grande part, pour que ce soit réellement accessible pour les locataires de toutes les générations. Mais ces jeunes qui finalement se retrouvent de plus en plus devant un parc locatif trop cher qui nuit non seulement à leurs études, mais par la suite à leur projet de vie carrément. Ce sera le mot de la fin, en fait, de votre part, Véronique Laflamme. Je vous rappelle que vous êtes responsable des dossiers politiques et porte-parole du FRAPRU à Montréal. Depuis Mons, en Belgique, c'était Lénaïque, je dis bien Lénaïque Dumont, présidente de la Fédération des étudiantes et étudiants francophones. Et puis en plateau, bien sûr, Clara Privé, trésorière de l'UNEF. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourra encore en parler beaucoup et c'est important de le dire. Mais continuez votre combat et merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Au plaisir. Merci à vous. Merci.